Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous accueillir à ce panel sportif des Meddays, de cinquième édition. D'abord, je voudrais nous excuser du retard. Comme quoi, vous voyez, il n'y a pas que Messi ou bien Cristiano Ronaldo qui savent déborder. Même les politiciens débordent aussi, vous voyez. Mais ce n'est pas grave. Donc, on démarre avec une petite demi-heure de retard. J'en profite aussi pour excuser Monsieur le ministre Mohamed Ouzine, qui a été retenu par d'autres obligations. Et également notre ami Antoine-Joseph Bell, qui a été frappé par un deuil dans sa famille. Et donc voilà, nous avons une pensée particulière pour lui. Les intervenants aujourd'hui, complètement à ma gauche, Aziz Daouda, qui est directeur technique de la Confédération africaine d'athlétisme. Ah, je pensais que vous alliez applaudir. Quand même, c'est Monsieur Médaille. Hein? C'est un petit peu notre Goldfinger. À ses côtés, Belaïd Bouimid. Donc Belaïd Bouimid, qui est vice-président de l'AIPS, Association internationale de la presse sportive, président aussi de la JSA, Association des journalistes sportifs africains. Romy Gaye, qui est expert en management sportif, et c'est monsieur football professionnel aux Émirats Arabes Unis. C'est-à-dire qu'un jour, on l'a appelé justement pour lancer ce football, la Ligue professionnelle de football aux Émirats Arabes Unis. Mohamed Guessous, qui est fondateur associé de Atlaseo Sport, agence conseil en marketing sportif. Et puis Nzabi Douane, double championne du monde, médaille olympique. Et c'est la femme arabo-africaine la plus titrée, voilà, la sportive la plus titrée dans le monde. Alors, la question, plutôt le thème, était le suivant. À propos de la... je vais pas dire le mot, je vais reprendre exactement le terme parce que, en fait, il y avait un titre en anglais, un titre en français. Alors, le titre en français, c'est « Comment sortir le sport marocain de ça ?» Alors, je vais vous demander à vous. Parce que... Ah oui, non, mais léthargie, justement, parce qu'on a eu un petit débat, nous. On a dit, bon, léthargie, peut-être c'est un petit peu fort. Alors, j'ai mis attention, léthargie, ça veut aussi, l'ours part en léthargie, mais quand il revient, il dévore de même ses petits saumons. Alors, vous êtes d'accord pour léthargie ? Crise. Alors, comment sortir le sport marocain de sa crise? Alors, on commence. Aziz Daouda? Non, Nzabi Douane. On commence par Nzabi Douane, voilà, donc, qui va nous dire comment sortir de la crise. Elle qui a connu un sport peut-être un peu plus florissant, un peu plus dynamique, et puis après quelques années, voilà, se retrouver un sport qui se cherche, un sport... مساء الخير ميرسي لينو قبل ما ناخذ الكلمه بغيت نعطي تحيه لواحد جوج ديال الاشخاص اللي حاضرين معنا اليوم اللي عندهم بصمات في التاريخ ديالي لانه لينو تيتكلم على يعني المشوار ديالي اللي كان من احسن النتائج اللي حصل عليها المغرب يعني كانت عندي واحد المساهمه شويه صغيره احتراما لسيكسوس الكاتب العام ديال exactement c'est un honneur pour moi باش يحضر سيكسوس et كذلك فاطمه الفقير la première championne d'Afrique même discipline 400 et aussi c'est madame Daouda qui est devenue mon entraîneur سكيف فاطمه الفقير غادي نتكلم على الديبيو ديالي في العاب القوى. لما التحقت بالعاب القوى يعني التحقت في المدرسه النموذجيه للرياضه اللي كانت على ليبوك في الوقت ديال سيكسوس في المركب الرياضي مولاي عبد الله اللي كانوا فيها جميع الرياضات وانا مشيت لديك المدرسه مشيت لالعاب القوى. في نفس السنه اللي كانت 86 في نفس السنه التحقت بالمنتخب الوطني للشبان وفي نفس السنه حصلت على 3 ميداي دور او شامبيون عرب جونيور 80 غادي نتكلم يعني بطريقه يعني بغيف باسكو ما عندناش الوقت بزاف باش نتكلم ولو انه لا كارير ديالي طالت المده ديال 19 ans
Ce qui fait en 87, j'étais sélectionnée avec l'équipe nationale senior et même j'étais junior à l'époque pour les Jeux méditerranéens. 88, j'étais sélectionnée avec les grands aussi pour les championnats d'Afrique. 89, كنت محظوظة لأنه شاركت في les premiers Jeux de la francophonie à Casablanca. J'étais encore junior. Et mon classement était 5e au 400 finaliste. 90, mon premier titre africain sur 400 91, qualifié au championnat du monde à Tokyo. 92, qualifié aux Jeux olympiques de Barcelone, 5e au demi-finale. 93, au championnat du monde à Stuttgart. Médaillé aux Jeux méditerranéens, médaillé aux Jeux de la francophonie. 95, j'étais qualifiée pour les championnats du monde à Göteborg, mais malheureusement disqualifiée dès le premier tour à cause d'un passage jusqu'à maintenant, je ne comprends même pas. Parce qu'après, en 1997, j'étais la meilleure spécialiste du 400 après avoir mon titre mondial à Athènes. 99, médaille d'argent au championnat du monde à Séville, en Espagne. 98, médaille d'or à la Coupe du Monde. Sydney 2000, médaille de bronze aux Jeux Olympiques. 2001, médaille d'or au championnat du monde à Edmonton. 2001, j'ai eu Yacine. 2003, رجعت عاوتاني للتدريب pour participer aux Jeux Olympiques de 2004. حصل لي الشرف أنني كنت pour drapeau de l'équipe marocaine. تكلمت على هذا الشيء كله parce que le système à l'époque كان un système اللي عطى الامكانيات للشباب على انه باش يبرز ويبين القدرات اللي عنده. Ce qui fait il y avait une équipe. واخا l'athlétisme c'est une épreuve individuelle, mais sans l'équipe on ne peut pas gagner, on ne peut pas atteindre داكشي اللي وصلت ليه انايا parce que mondial parmi les meilleurs du monde c'est دابا الان تنتكلموا على النتائج اللي تراجعات ديال الرياضه ككل ماشي غير في العاب القوى لانه هنا الان تنتكلموا على لو سبور ان جينيرال مي مالوغوزمون المسؤولين لما تيتكلموا تنسمعوا على انه واش راجع للشباب راجع الامكانيات موجوده الان لي انستالاسيون سبورتيف موجوده الان مي سي كوا لو بروبليم اون اي لا باش نلقاو على انه الحلول لي سوليوشن. On espère, parce que je n'ai les Jeux Olympiques à Londres, c'était une déception parce que médaille de bronze sur 1500 mètres par Eguider, c'était pas la joie parce que le Maghreb Ash depuis 1960 avec la médaille d'argent de Radi Allah Yarhamou. Et après, il y a eu beaucoup de médailles. Il y a beaucoup de médailles. On parle de 84, on parle de 92, 88. On a le système parce que heureusement, j'ai le système où il y avait M. Daouda, était le patron de l'athlétisme national. Et même il était choisi parmi les meilleurs du monde en 99 parce que le Maroc était classé 5e au championnat du monde. Ce qui fait, c'était la gloire. Le Maroc était parmi les meilleurs du monde. On était classé 5e, mais maintenant, dernièrement, malheureusement, le Maroc était classé 78e. Et ça, c'est ce qui fait qu'il faut trouver des solutions. Je ne vais pas trop parler parce que je vais laisser la parole à... Merci Enza. Alors, Merci beaucoup. Je passe la parole à Aziz Daouda. Bonsoir. Je suis très très honoré d'être parmi vous ce soir et puis de pouvoir un peu débattre de la question sportive, de la chose sportive au niveau national puisqu'elle est problématique aujourd'hui. Mais en fait, cette problématique est récurrente. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous avons eu un bon résultat, nous avons considéré que nous étions bons. Et donc, on se contentait de ce qu'on était. Et à chaque fois qu'on a eu une déception ou de mauvais résultats, on a tout remis en question. En fait, il n'y a pas que du bon ou que du mauvais. Il y a quelque chose entre les deux. C'est que, et là justement dans le titre anglais, tel qu'il est du thème, nous interpelle sur une question de politique, c'est qu'effectivement, nous n'arrivons pas à nous définir politiquement en matière de sport. C'est-à-dire que si on remonte aux années 60, il y avait eu un séminaire, un colloque, qui avait tracé une politique sportive pour le Maroc. Mais malheureusement, ça n'a pas été suivi d'effet. Et que par la suite, les différents ministres qui se sont succédés ont eu
soit suite à une pression de résultats, soit suite à leur propre conception de la chose, ont innové, ont essayé d'apporter un plus. Malheureusement, des fois ça a été heureux, des fois ça ne l'a pas été. Mais tout simplement pourquoi? Parce que au départ, nous partons sur de mauvaises définitions de concepts, sinon une absence de définition de concept. C'est-à-dire, quand on parle sport aujourd'hui, qu'est-ce qu'on y met? C'est quoi le sport finalement? Le sport n'est qu'un aspect de l'exercice physique. Vous avez, le sport induit une notion de compétition et donc d'excellence et donc par déduction une activité qui est sélective et donc qui est discriminatoire, qui n'est pas ouverte à tout le monde, qui ne peut pas permettre à tout le monde d'exceller parce qu'il y a tout le cursus qui doit être suivi, à partir du talent, à partir du profil de celui qui pratique, etc., jusqu'à la performance. Mais vous avez aussi tous les autres aspects. Alors maintenant, quand on parle de politique sportive, de quel sport nous voulons ou de quelle activité nous parlons? Parce qu'à partir de là, il faut voir si la chose politique coïncide, ou si plutôt les facteurs favorisant l'activité physique et la performance sportive coïncident avec la chose politique, avec les fondamentaux de la politique qui est l'art de gérer. Finalement, on retrouve justement que cette liaison est présente. Et c'est ce qui me fait dire que le sport n'est que politique. Et moi, je rigole à chaque fois que quelqu'un me dit, ou j'entends dire que qu'en sport, on ne doit pas faire de politique. Le sport n'est que politique. Parce qu'il s'intéresse aux citoyens, il s'intéresse à la population, et donc gère la population en quelque sorte. À côté de ça, il y a tout l'aspect émotif qui est laissé de côté. C'est que nous oublions, malheureusement, au niveau de la décision politique des fois, que la performance sportive a une charge émotionnelle, affective énorme, qu'un autre domaine ne peut avoir. Si vous produisez une voiture et qu'elle n'est pas bonne, personne ne pleurera dessus. Mais si vous perdez un match de football, c'est tout le pays qui est secoué. Et donc, à partir de là, avons-nous le droit, en tant que responsables de la chose sportive, de nous jouer de l'affectivité des citoyens? Je ne pense pas qu'on ait ce droit. Mais c'est en même temps un point fort, parce que cette affectivité, cette charge émotionnelle, c'est ce qui nous lie à la culture. Parce que qu'est-ce qui provoque l'émotion, sinon la culture? Sinon le théâtre, c'est réagir à une musique, réagir à un tableau, réagir et interférer avec. Et donc, c'est ce qui me fait dire aussi que la performance sportive est une expression culturelle. Et à partir de là, c'est à nous de choisir, est-ce que nous voulons faire partie de ce monde moderne, donc par notre culture sportive aussi, ou est-ce que nous voulons rester en marge, à copier les autres ou à pleurer quand on perd et à rigoler de temps à autre quand on gagne? Et ça ne nous arrive pas très souvent, malheureusement, de gagner. Ouais. Merci, Aziz. Alors, Mohamed Guessous. Merci Lino. Avant tout, dire mon honneur d'être auprès de championnes comme Nzha et d'exemples de compétences comme Aziz Daouda qui ont tant fait pour le sport national et qui sont des exemples pour nous tous qui sommes entrepreneurs et non seulement entrepreneurs mais entrepreneurs militants. Je voudrais bien sûr remercier l'Institut Amadeus de nous donner l'occasion de débattre de sujets si importants que le sport et qui ont, à mon sens, toute leur place dans des questions géostratégiques, tant ils sont incestueux, tant avec le monde politique et sur le plan stratégique, mais aussi tout simplement du point de vue économique, puisque ce sont aujourd'hui de formidables véhicules de croissance. Le sport, c'est 3% du PIB mondial, c'est la 10e industrie aux États-Unis. Donc effectivement, nous sommes aujourd'hui face à une situation de crise et la question primordiale qu'on est en train de soulever, c'est celle de nous dire comment on pourrait envisager un nouvel élan, une nouvelle dynamique. Bien. Alors, le rôle des institutions et les aspects techniques sont bien sûr très importants. Des gens sont mieux placés que moi pour en parler, mais je pense que l'environnement du sport, c'est-à-dire l'ensemble des compétences qui gravitent autour, qui sont aujourd'hui des compétences devenues pointues. On parle d'événements qui ont pour objectif d'être médiatisés, d'être exposés, qui suggèrent des compétences dans plusieurs domaines, dans des métiers, encore une fois, très pointus. Et donc, le constat serait de partir et de voir nos événements, tout simplement. Nos événements sur le plan national, quels sont-ils et comment ils fonctionnent. Alors,
il y a bien sûr des choses qui ont été réalisées. Les stades sont plus verts. Sur le plan de la réalisation, de la production, il y a des choses qui sont meilleures. Mais le rendu audiovisuel, ce que consomme le téléspectateur, ce que consomme le fan, n'est pas à la hauteur de ce qu'il peut voir par ailleurs, notamment dans les pays voisins. Le contenu aujourd'hui est universel. On est enseveli de partout sur Internet, à la télévision, par des contenus de tous bords. Et on demande à nos athlètes, à nos compétitions, d'être aussi visibles, aussi exposés que ces autres athlètes partout dans le monde, avec des véhicules, avec des médias, et avec un environnement qui n'est pas au même niveau que ces autres pays. Donc, effectivement, l'importance de l'environnement, l'importance donc des compétences économiques et techniques autour du sport, et bien sûr la question de son financement. Alors, tout le monde doit mettre la main à la pâte, dans le sens où on ne peut plus attendre de l'État ou du mécénat ou d'un tel ou de tel fonds ou de telle bonne volonté de contribuer aléatoirement au développement du sport. Mais le sport aujourd'hui, c'est une industrie qui fonctionne. Le moindre joueur de Ligue 1 en France génère 25 emplois. Le système devrait pouvoir fonctionner par lui-même, notamment à travers les annonceurs. Donc l'idée, bien sûr, ce serait de donner aux événements l'exposition qu'ils méritent pour pouvoir intéresser les annonceurs avec un retour sur investissement du fait de la médiatisation. Vous connaissez très bien le sujet. À partir de là, on est dans un cercle vertueux qui s'autofinance, qui croît, et bien sûr qui retombe sur les athlètes et sur les citoyens, les fans, les téléspectateurs, qui sont, à mon sens, le centre du débat. Et c'est eux qui doivent être privilégiés, ce sont les athlètes qui doivent être portés vers l'avant, et les citoyens, les téléspectateurs, les fans, parce qu'il y a un énorme enthousiasme dans ce pays autour du sport, et beaucoup d'émotions qui doivent être à l'honneur. Voilà. Merci. Bon. Merci Mohamed Guessous. Donc je cède la parole à Belaïd Bouhemid. Ah, j'allume. Merci, Monsieur le Président. Il est rouge pourtant le micro, hein. Il est rouge, tu devrais... Oui, moi je vais... Nous sommes dans le monde ludique. Alors, on va essayer d'en rire quelque part. Quand toi tu parles de léthargie, est-ce que c'est la léthargie qui est... C'est l'en soi, comme on dit, disent les philosophes hegéliens, la léthargie dans l'élément, dans le produit, ou alors la léthargie, est-ce que nous ne sommes pas quelque part, nous, léthargiques par rapport à ce qui est ludique et qui relève effectivement de la passion, comme on vient de le souligner. Vaste programme. Mais moi, dans tout ce débat sur la crise, je préfère le terme mutation. Parce que dans mutation, on a tout. On a aussi bien la léthargie, la crise, que le décollage. Donc, mutation. Donc, toi, tu dirais le sport marocain est en pleine mutation? Comment? Le sport marocain est en pleine mutation? Non, pas pleine mutation, il est en mutation. Tu vois, la mutation, tu peux faire marche arrière et c'est une mutation. Ah, oui. Donc, comme tu peux aller de l'avant, c'est une mutation. Comme tu peux être statique, et c'est une mutation. Mais là, le problème n'est pas là. Le problème, c'est d'inviter à réfléchir sur le sport. Et là, regardez, là, moi, je réagis à des formations professionnelles en sociologue, autrefois. Dans la salle, il n'y a pratiquement plus d'intellectuels. Alors, les politologues, les internationalistes, ceux-ci, ceux-là qui ont animé ces séminaires ne sont pas là. Et le sport marocain, comme le sport africain, comme souvent, à l'exception d'Amérique latine, aux États-Unis, les intellectuels, les sciences humaines ne se sont jamais intéressés au sport. Alors, comment voulez-vous qu'on fasse le bilan du sport national quand il est lâché par les sociologues, par les économistes, par les historiens, un peu par tout le monde, par ce qui fait les intellectuels dans ce pays? Moi, je lisais le dernier ouvrage de Tahar Benjelloun, Le bonheur conjugal. Ça m'a fait plaisir qu'il y parle d'athlétisme. Son personnage qui est paralysé, victime d'une attaque cérébrale, ancien peintre est là, une mouche qui se place sur son nez, il a du mal à le faire partir, il regarde la télé, et qu'est-ce qu'il y a? Une course d'athlétisme. C'est bien, dans un fragment, mais c'est bien de signaler le sport. Moi, je crois que ça ne marchera jamais tant que l'université marocaine et les grandes écoles resteront fermées au sport en tant que pratique, en tant que phénomène, épiphénomène, tout ce qu'on voudra,
Mais aujourd'hui, le sport n'est pas réfléchi, n'est pas pensé. Il est laissé aux politiciens, qui font souvent dans la politique politicienne, qui ne creusent pas. Alors, moi c'est ça. Moi, j'invite les jeunes chercheurs à se préoccuper de sport. Je peux vous dire qu'en matière d'édition, nous sommes l'un des pays les plus pauvres. En matière de livres, qu'est-ce que vous avez comme livre de réflexion sur le sport? Qu'est-ce qu'on a comme thèse? Bon, il y a de plus en plus de masters, mais ce n'est pas suffisant. Donc, moi, j'ai mal quelque part. Mais avec les jeunes, avec les chercheurs, avec les futurs académiciens, je trouve du plaisir à rappeler tout le monde à l'ordre. Par exemple, ne serait-ce que le droit international. Là, on est en plein dans le droit international. Mais aujourd'hui, il y a un droit international du sport. Qui est spécialiste aujourd'hui? Dans quelle faculté on enseigne le droit international du sport? On enseigne le droit international, classique, privé, tout ce qu'on veut, mais aucun regard. Il devrait y avoir aussi un droit au sport, un droit à la pratique du sport. Hein. Mais bien entendu, mais ça va de soi. Ça va de soi. Encore que beaucoup de gens qui n'ont jamais pratiqué le sport se présentent comme étant les meilleurs théoriciens du sport. Ils réussissent souvent. Il y a des entraîneurs de foot, tu le sais très bien, qui n'ont jamais pratiqué le football. Et nous en avons beaucoup au Maroc, hein, qui n'ont jamais fait le foot, par exemple, qui sont des théoriciens du foot. Non, mais moi, l'invite que je lance, finalement, c'est celle-là. C'est qu'on ait une université ouverte sur le sport, pour qu'on puisse le maîtriser, aussi bien au niveau de sa gestion, de son économie, de son histoire, etc. Et qu'on ne laisse pas le sport orphelin, justement, d'une dimension analytique intellectuelle. Et on le laisse souvent, malheureusement, entre les mains de n'importe qui. Producteur législatif, on a vu à chaque fois qu'il y a un mauvais résultat, passion, hein, on revient à la passion, eh bien, on pose le problème du sport national sous un angle politique réduit qui ne pose pas l'essentiel. La preuve, c'est que cette mutation dont je suis en train de parler, on n'a jamais réussi à la transformer en mutation positive. Bon, voilà, je vous invite à cette réflexion qui me paraît très importante, et je suppose que tant qu'on aura des universités fermées sur le sport, en tant que phénomène, en tant que pratique, en tant qu'économie, en tant que dimension ludique, je dirais même libidinale, les psychanalystes. Les psychanalystes. Voilà, merci. Merci Belaïd Boumid. Alors, avant de passer la parole à Romy Gaye, je voudrais résumer un petit peu, donc rapidement, hein, très succinctement. Donc, Nza nous a parlé de deux époques, une époque où l'athlétisme avait vécu son heure de gloire, sa splendeur, et là, peut-être que les hommes ont changé, les hommes sont partis, et peut-être que le système a fait que, on ne prépare plus les athlètes de la même façon. Aziz parlait de politique sportive. Il faudrait. La question qu'on va se poser, que je vais vous poser tout à l'heure, messieurs, c'est est-ce qu'on a une volonté politique d'abord? Je pense qu'elle existe un petit peu, la volonté politique, hein, pour développer le sport. Hein, ça, on va en parler tout à l'heure. Mohamed Guessous a parlé des événements, c'est très important, parce que le sport avant, c'était quoi? Avant, il y avait les bons et les mauvais. Les bons, c'était les amateurs. Hein. C'était les héros des stades. Les professionnels, non, c'était des gens qu'il ne fallait pas fréquenter, parce qu'ils étaient attirés uniquement par l'appât des gains. Mais ensuite, le sport maintenant, c'est un spectacle. Et qui dit spectacle, c'est des spectateurs qui paient et des acteurs qui sont payés. Ça c'est vous me direz, c'est une évidence même. Belaïd Boumid, lui, c'est vrai, il a un petit coup d'œil rapide, il a dit, il est vrai, peut-être, on ne sait pas en fait, peut-être que ces messieurs et ces dames-là sont peut-être aussi intellectuels que ceux qui ont quitté la salle aussi tout à l'heure. Tu vois? Pas dit, moi j'ai dit. Les intellectuels médiatiques, les célébrités, ça oui. C'est des jeunes qui seront demain célèbres. J'espère qu'ils vont s'impliquer dans le sport en faisant dans les sciences humaines, la recherche et tout. Mais les autres, tu sais, hein, attention. Voilà. Pas touche. Bah oui. Bah justement, c'est peut-être là, on va en parler aussi tout à l'heure, c'est le sport, est-ce que c'est quelque chose de fréquentable, le sportif, est-ce que c'est quelque chose de fréquentable? Ou comme on a l'habitude de dire ici, query. Parce que ça, on peut dire query de deux façons. Query, c'est le grand joueur. Et puis query, avec beaucoup d'insuffisance. Romy Gaye,
Alors évidemment, Romica, lui, est un petit peu étranger à tout ça, hein, à la crise, à la léthargie, mais il va nous parler quand même de son expérience aux Émirats Arabes Unis. Bon, d'abord, je vais vous remercier pour m'avoir invité pour donner un point de vue d'un côté plus international, on peut dire. Et vous venez de dire que le sport, c'est spectacle. Et c'est vrai, c'est fondamental maintenant. Et si le sport, c'est spectacle, je pense que la réponse qu'on peut donner, c'est une seulement. La choix, c'est la choix de professionnalisme. Quand on dit professionnalisme, ça ne veut pas dire seulement d'être de professionnels au niveau des joueurs, si on parle de foot, mais d'être des professionnels au niveau profond, au niveau d'organisation, du début. Je pense que c'est le seul choix qu'on a dans le temps moderne. Et je pense aussi que le Maroc, maintenant, va avoir une possibilité unique, parce qu'à partir de 2013, ce pays va hospiter 2 fois la Coupe du Monde par club, 2015 la Coupe d'Afrique. Quelle vitrine meilleure pour montrer la meilleure face du Maroc par rapport à la communauté internationale de sport. Alors c'est un choix unique, c'est une occasion unique que je pense que ce pays peut avoir pour recharger et repartir d'un choix du professionnalisme. Je suis complètement d'accord avec lui quand il disait qu'il faut former les gens du début. L'école, l'université, il peut nous aider à créer des professionnels en termes d'approche mentale d'abord. Et puis, en suivant le meilleure expérience internationale, on peut essayer de transformer qu'est-ce qu'on a étudié et qu'est-ce qu'on peut voir à la télé par rapport au monde entier, de le porter dans un pays comme le Maroc qui, si on le regarde de l'extérieur, comme je peux le regarder, je vois qu'il y a une très grande possibilité. Vous voyez la réponse politique que ce pays a donnée par rapport aux événements politiques d'un dernier mois. Vous étiez le premier à réagir de la meilleure façon, de montrer la meilleure face du Maghreb au monde entier. D'un côté, ce pays a démontré qu'il est possible. Je pense qu'on peut le faire aussi au niveau du sport. C'est facile, c'est seulement un choix. Vous l'avez dit bien avant. Il faut une décision politique. Et puis, c'est seulement quelque chose d'exécution, de le faire, de suivre qu'est-ce qu'on a déjà fait dans le monde entier. Merci, merci Romicaï. Alors, justement, après ce premier tour de table, je voudrais en faire un second sur la volonté politique. Alors, messieurs, Nza, existe-t-il une véritable politique, volonté politique de développer le sport au Maroc? En 2009 بدأ في المغرب تنتكلموا على استعدادات الألعاب الأولمبية. جات تعليمات سامية على أنه باش تعطى الإمكانيات لاستعدادات الألعاب الأولمبية. سي فغي المغرب أو العالم كله تيهتم بالرياضة، ولكن مع الأسف ملي تنشوفوا على أنه لا صال هنايا هي كو دي جون تري بو دو ديسيدور. Ça c'est dommage. تيبين على أنه لو سبور il est pas important. Il est pas important. Le sport est important que il y a la réussite, il y a la gloire, il y a les champions. Mais malheureusement, à mon époque, il y avait les résultats, mais il y avait des gens qui ont essayé de détruire le système. Mais maintenant, quand il n'y a pas de résultats, après la déception de Londres, tout le monde parle du sport. Mais demain, c'est les Jeux Olympiques de 2016. Mais personne ne parle de 2016. Personne ne parle de la jeunesse. Personne ne parle des stades qui sont fermés. Là, maintenant, il y a beaucoup de stades au Maroc qui sont fermés, malheureusement. Et là, بغينا النتائج وبغينا les sportifs وبغينا كيف ما تكلم الأستاذ على أنه le Maroc en 2013 غادي يكون عندنا البطولة ديال les clubs. تيخصنا نساهموا، تيخصنا نلقاو حلول. سي دوماج كو انا ملي تمشي للرباط لو كومبلكس مولي عبد الله تلقى على انه لو ستاد فيرمي. Il y a 3 pistes à Rabat qui sont fermées, mais c'est dommage, vraiment c'est dommage. Mais qu'est-ce qui fait que le système bloque? Parce que finalement, la volonté politique, elle existe par quoi? Par la nouvelle loi sur le sport et l'éducation physique. Elle existe sur la manne financière qu'on a reversée au sport ces derniers temps. Aussi pour ce qui est du projet professionnel de la Fédération royale marocaine de football. Donc il est certain qu'on veut aller de l'avant. Mais après ça bloque. Mais ça bloque pourquoi?
C'est une question d'homme alors? Est-ce que dans le sport, il y a des personnes qui refusent le progrès, qui refusent le professionnalisme, qui refusent d'aller de l'avant? Oui, Mohamed. Je pense qu'il y a une véritable volonté politique sportive. Et il y a une politique sportive au Maroc. Récemment, le ministère de la Jeunesse et des Sports a exposé la stratégie 2020, sa vision 2020 pour le sport. Les visions, les stratégies sont là. Je pense qu'elles sont là, qu'il y a une volonté derrière. Maintenant, quel modèle on met en place? Quel modèle on met en place et comment on implémente cette volonté politique? Où sont les chaînes de télévision? Où sont les médias, les nouveaux médias? Où est Internet? Où sont les applications? Où est le confort du public lorsqu'il va au stade? Où est l'hospitalité? Oui, donc, avant, il faut aller en amont. Ça c'est en aval. Absolument. Les médias, bon. En amont, ce sont des dirigeants. Nous, comment on débarque au sport à l'époque, hein? Les jeunes de mon âge, ils débarquent au sport par le biais de qui? De leur professeur d'éducation physique, de PS. Et puis c'est eux qui leur donnent l'amour du sport. C'est eux qui les découvrent. C'est eux qui disent, bon, toi, tu vas faire du rugby. Hein, comme tu es sloggy, tu vas faire du rugby. Et puis toi, voilà. Alors, est-ce que ça existe toujours, ça? Et puis ensuite, quand tu débarques, ça c'est le sport à l'école. Après, tu débarques dans le club. Et le club, là, il y a des dirigeants qui t'encadrent, qui te transmettent leur amour, leur amour, leur passion, désintéressés, leur désintéressement aussi, parce que ce sont des gens qui sont désintéressés. Pour eux, l'important, c'est que les jeunes pratiquent le sport. Est-ce qu'on retrouve ça encore dans nos clubs, dans nos fédérations? Les bénévoles, ça existe toujours? Bien, donc concernant le tissu associatif, puisque c'est ce que vous évoquez, la détection des talents dans les écoles, etc., on parle bien de sport pour tous. On parle de sport, de l'accès au sport, du droit à accéder au sport et à en faire. Le tissu associatif est une force au Maroc. On a 8000 associations qui interviennent dans le domaine. Il y a des jeunes, il y a des encadrants, etc. Maintenant, je pense plus que c'est dans la transition du sport pour tous vers le sport d'élite qui se pose un problème. Et c'est dans des choix. Quel sport on met en avant? Est-ce qu'on reste sur le foot? Où sont les autres sports? Où est le basket, le handball, le volley, l'athlétisme? Donc il y a toutes ces questions qu'il faut se poser. Et surtout sur la transition de ce que vous dites, c'est-à-dire la détection des talents dans les écoles, leur encadrement et surtout l'élan vers le sport professionnel, puisque, comme le disait mon cher collègue, ça reste la règle. On est dans le professionnel. Alors moi, je voudrais revenir à ce que nous a dit hier Romy Gaye. Donc, on a passé un petit moment ensemble avec Blaïd, avec Aziz, et on parlait du professionnalisme, qui est à mi-chemin entre la base, le sport de base, entre l'élite. On parlait de football. Donc vous avez la base, les clubs, etc. Vous avez l'élite, c'est l'équipe nationale. Et puis au milieu, vous avez le professionnalisme. Tu pourrais nous parler un petit peu de cette expérience, ne serait-ce que, ou l'expérience italienne, parce qu'il a été aussi directeur sportif de la Juve, de la Juventus, ou bien aux Émirats Arabes Unis, tu es resté quand même 2 ans, presque 2 ans. Oui, avant tout, je pense qu'il faut rappeler que même au niveau des études sociologiques, il faut rappeler que les changements font peur, à tout niveau. Mais ils sont inévitables. Parce que la vie, surtout maintenant avec l'exposition média qu'on a, il est si vite qu'on ne peut pas s'arrêter. Avant de dire ça, je pense que, oui, je pense qu'on a besoin de professionnalisme parce que, comme vous avez dit, il y a 3 niveaux au niveau de sport et de football en particulier. Il y a un niveau de sport de base, de formation, de faire connaître le sport aux gens. Il y a le sport de très haut niveau de l'équipe nationale, mais au milieu, il y a les footballs professionnels, il y a les équipes, il y a les championnats. Et tous les 3, ils ont besoin d'être traités d'une façon différente. Alors c'est pour ça qu'il faut avoir quelqu'un qui regarde spécifiquement les besoins de chacun. Alors il faut avoir une approche un petit peu plus moderne. Et dans le monde entier, c'est simple, il faut suivre. Quand j'étais appelé par le gouvernement des Émirats arabes pour créer la Ligue là-bas et la gérer pendant les 2 premières saisons, c'est exactement ça qu'on a fait. Il y a eu, c'est vrai, une disposition au niveau de la Confédération asiatique qui l'a mis
très clair une règle. Si on ne se met pas en ligne en créant la Ligue, et créant la Ligue, ça veut dire faire une transformation complète au niveau du foot professionnel, on est dehors de la Coupe des champions asiatique. C'est vrai qu'avec cette menace, c'était un petit peu plus facile. Mais c'est vrai quand on a commencé, avant derrière nous, le pays entier, avec, à partir de cheikh jusqu'à toute la population et les tifosi qui étaient fiers de montrer l'image nouvelle de leur pays. Là, c'est le point. Il faut être fier de montrer la nouvelle image d'un pays. Et comme je dis avant, vous avez 3 années face à vous qui sont extraordinaires pour montrer la nouvelle face du sport marocain. Qui veut réagir sur ce qu'il vient de dire? Parce qu'en fait, on parlait de la Confédération asiatique, qui mettait au pied du mur les clubs, qui leur disait, messieurs, voilà, si vous voulez jouer la prochaine Champions League, vous devez avoir un standard professionnel. Et nous, pour le standard professionnel, bon, ça fait combien d'années qu'on parle de professionnalisme? Ça fait pas mal d'années, Benaïd. Bien entendu, pourquoi on n'arrive pas à décoller? La Confédération asiatique a été avant-gardiste à ce propos, et la preuve en est que Lambrani, qui est marocain, qui est aujourd'hui secrétaire général de la Confédération africaine de football, est passé par la Confédération asiatique où il a travaillé dans la commission communication, marketing, etc. Bon, c'est la FIFA, d'abord, qui aujourd'hui accule les clubs à passer à la phase professionnelle. Le professionnel ne vient pas des Marocains ou des Africains de manière générale, mais comme on a été les plus en retard, ben voilà, on est en train de nous secouer. C'est peut-être pour ça qu'il y a des dérapages au niveau de l'application de ce qu'on appelle le professionnalisme. Le professionnalisme, on a peut-être mis les chariots à les bœufs, et vous avez raison de souligner l'importance d'une ligue professionnelle qui n'existe pas. Peut-être qu'on a inversé les choses et on a commencé par le professionnalisme, on a pris comme des textes, comme des règlements, comme une institutionnalisation juridique par rapport à une réalité, une existence en fait, parce qu'on doit commencer d'abord par la Ligue. Et c'est à elle de structurer, d'organiser dans le cadre d'une autonomie véritable. Mais sinon, vous tombez dans la bureaucratie, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est technocratie, bureaucratie, avec des... Voilà. Romy? Oui, c'est exactement ça, parce qu'il faut rappeler que la Ligue, dans tout le monde, appartient aux clubs. Ce sont les clubs qui vont gérer la Ligue. C'est l'émanation, oui. C'est clair, ça. C'est vrai, il faut avoir et maintenir un contrôle au niveau de règles de foot au-dessous de la fédération. Ça, c'est la fédération. Ça, c'est différent, mais la gestion, ça appartient aux clubs. Ce sont les clubs qui vont gérer sa propre ligue. Alors nous, il ne faut pas qu'on dérape aussi, parce que on n'est pas ici pour parler uniquement du football. Comme on dit. Donc, c'est vrai, il faut qu'on revienne un petit peu au sport, à la crise. Comment sortir le sport marocain de sa léthargie, de sa crise, de son marasme, appelez-le comme vous voulez, de sa morosité. Donc, est-ce qu'on peut... Bon, on ne va pas sortir d'ici avec... on n'a pas une baguette magique, on va sortir dans 1 heure ou dans une demi-heure, puis on va dire, bon, ça y est, ils sont forts au Médée, ils ont trouvé la solution, voilà ce qu'il faut faire à partir de demain, bon, on va tout rafler aux Jeux Olympiques, championnat du monde, championnat d'Afrique, etc., etc. Non, mais la première chose qu'on peut se poser, déjà, la première question, c'est déjà... quels sont les mots qui rongent le sport marocain et récurrents? Si tu permets, quand on parle de la chose sportive, on a 3 besoins. Il y a le besoin de la masse. Monsieur tout le monde, mon enfant, mon fils, mon frère, mon cousin, mon voisin, qui veut faire de l'exercice physique, qui veut jouer au football, au basketball, au handball, qui ne cherche pas forcément à être un champion, mais qui veut jouer et qui doit trouver les espaces pour. Et c'est ce que tu appelais tout à l'heure le droit à la pratique de l'exercice physique. C'est un droit fondamental aujourd'hui, avec l'urbanisation que nous avons galopante, qui ne permet même plus d'avoir des espaces à l'air libre où les enfants peuvent jouer. Il est criminel de continuer à gérer nos villes de la façon dont on le faisait aujourd'hui. C'est une bombe à retardement. Nos jeunes ont les mêmes besoins qu'ailleurs. Malheureusement, ils n'arrivent pas à les exprimer ni à satisfaire ce besoin primaire qui est celui de se mouvoir. À côté de ça, vous avez le besoin en spectacle. Le besoin en spectacle, c'est ce que disait monsieur, c'est les ligues professionnelles, c'est la compétition. Il faut qu'on soit en mesure d'offrir à la population marocaine des spectacles à la hauteur de leurs aspirations
en comparaison avec, comme disait Sexous tout à l'heure, de ce qu'il voit ailleurs. Je ne peux plus me contenter de voir un match de football joué entre je ne sais quelle équipe du Maroc et quelle autre sur un stade à la marocaine, alors qu'une demi-heure après, je peux zapper sur une autre chaîne et voir un match en Italie, en France, en Amérique latine ou ailleurs, se jouant différemment. Donc je me demande à ce moment-là... La télécommande est à bannir des salons. Non, ce n'est pas la télécommande qui est à bannir, c'est à nous de nous mettre au niveau. Et ça n'est pas quelque chose d'extraordinaire, on ne demande pas le ciel. C'est vraiment des choses à la portée du Maroc. Et en troisième lieu, nous avons l'autre besoin qui est celui de l'affirmation, de nous affirmer en tant que peuple jeune, dynamique, qui peut aussi lancer des défis au monde et donc briller au niveau international. Mais là, la question qui se pose, elle est toute simple. Il y a aujourd'hui 2 systèmes qui produisent des champions. Et le Maroc en a innové un 3e. Vous avez le système américain qui sont les universités, où un étudiant brillant qui a un potentiel physique donné va être récupéré par une université qui va lui mettre à disposition des infrastructures, un coach, etc. et un aménagement scolaire, de façon à ce qu'il puisse exprimer justement ce potentiel physique qu'il a et il va exceller. À côté de ça, vous avez le système qui en Europe, donne des résultats qui commencent à s'essouffler un petit peu, mais qui marche quand même. C'est celui des clubs. Vous avez des clubs puissants qui sont soit financés par des entreprises, soit financés par des communes, soit par l'État. Il y a des modes de financement derrière qui font que ces clubs sont en mesure de former des joueurs de très haut niveau. Ils ont des bons centres de formation, ils arrivent à rémunérer de bons formateurs, etc. Et vous avez la 3e voie, qui est celle qu'avait prise le Maroc, et c'est le système dont a parlé Nza tout à l'heure. C'est que le Maroc s'est dit, bon, nous, est-ce que notre université est capable aujourd'hui, ou allez, disons, donnons-nous une échéance, dans 10 ans, est-ce que notre université est capable de former des champions? Je ne vois pas comment. Déjà qu'elle se débat dans des problèmes académiques très simples, basiques. Comment voulez-vous qu'elle gère aussi des problèmes de sport, etc. Est-ce que nos clubs sont capables de faire de la formation? On le voit à l'œil nu. À aujourd'hui, aucun club n'a un véritable centre de formation. Aucun club n'est arrivé à le mettre. Et pourtant, l'État y a mis l'investissement. Et ça n'a pas marché. Les clubs eux-mêmes se déclarent pour cette formation. Ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé comme système? On s'est dit, bon, est-ce que le sport d'élite peut être une locomotive pour tout cela? Et c'est comme ça qu'on a créé l'Institut national d'athlétisme, qui était l'école nationale. Et là, je remercie Abdelhamid Gsous parce qu'il a été aussi à la base de ce projet, qui a permis de former des athlètes. Et on s'est rendu compte qu'on pouvait former de l'excellence avec des moyens limités, des moyens très réduits, et à partir de là, rayonner sur l'ensemble. Et c'était positif. Pourquoi? Je vais vous donner des chiffres. Au moment où l'athlétisme marocain a commencé à mieux marcher, donc à bien marcher, nous sommes passés de quelque chose comme 4 000 à 5 000 licences sur tout le Maroc à au-delà de 100 000 licences. Nous sommes passés d'une quinzaine de clubs à une vingtaine de clubs dynamiques, travaillants, etc., à plus de 500 clubs d'athlétisme. Donc vous voyez, l'effet de cette élite ou de ces résultats a été extraordinaire sur le sport. Et du coup, l'athlétisme a commencé à produire son argent. C'est-à-dire que ces clubs qui ont été créés sont arrivés avec des moyens. Parce que justement, il y avait une image derrière qu'ils pouvaient véhiculer et qu'ils pouvaient marketer. Et donc, c'est à partir de ces choses-là, qui sont des fondamentaux, qu'il faut réfléchir. Parce que si nous attendons que la nature nous dote de sportifs, elle ne nous dotera jamais. Elle n'en a jamais doté ailleurs. Et par ailleurs, vous n'avez pas... Ou un tous les 20 ans par pays. Non, même pas. Jamais. Il n'y a jamais de sportif qui naisse tout seul. Un sportif, il faut le découvrir. Il faut qu'il découvre le plus tôt possible pour lui donner la longévité la plus grande possible comme préparation. À partir de là, il faut que l'environnement soit favorable. L'environnement national et aussi international. Parce qu'il faut arriver à le sortir à l'international. Il a trouvé une place à l'international, ce qui n'est pas facile. Ce qui n'est pas facile parce que vous avez une concurrence. L'Italie, l'Espagne, le Portugal, etc. ne vont pas vous laisser immerger facilement dans le football mondial et leur prendre place. C'est de bonne guerre. C'est ça le sport finalement. C'est ça le challenge. Mais parce que la question le fondamental qu'on ne doit pas oublier, c'est qu'il n'existe nulle part au monde un centre où on peut mettre un enfant d'un côté et récupérer un champion du monde de l'autre. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est une stratégie, c'est une vision qui va permettre à un jeune déjà doté d'un potentiel physique, naturel, de devenir sportif. Et là, notre rôle à nous, c'est de lui créer justement cet environnement et de l'accompagner. Alors l'environnement, c'est quoi? C'est l'infrastructure. C'est l'infrastructure. Mais avant l'infrastructure, moi je mets l'élément humain, c'est-à-dire l'encadrement. Vous avez des pays qui sont en deçà du Maroc. Attends, par exemple, tu ne vas pas faire courir un 400 mètres sur un terrain vague où tu es obligé d'avoir un minimum de pistes, un minimum de stades, un minimum d'infrastructures. On a préparé les championnats du monde de 97, enfin, notamment le dernier mois de 97, on n'avait pas 8 valables. Et on bricolait ça.
Et Non, ça mais ne nous a pas ce empêché que de je veux dire, absolument. bon, généralement, Non, mais quand vous avez- aujourd'hui, tu te dis, bon, je veux avoir une base excellente. Donc, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut des stades, des infrastructures, il me faut de l'argent, évidemment, mais il faut des hommes. Je vais te Et surprendre, Lino. c'est peut-être là où le bas baisse. Les hommes. Qui sont ces hommes qui gèrent le quotidien du sport Mais marocain? c'est ça, je te dis, Sont-ils je à la place- hauteur? je place avant Sont-ils assez l'infra- suffisants? Oui. Je place avant l'infrastructure les ressources humaines, l'encadrement. L'encadrement est capable de créer l'infrastructure, de créer l'environnement. Mais l'environnement ne créera jamais les hommes. Aujourd'hui, ça je disais très bien tout à l'heure, vous avez des dizaines et des dizaines d'infrastructures sportives sur lesquelles nous avons investi un argent fou qui sont fermées, Lino. Nous avons des stades d'athlétisme fermés depuis 10 ans. 10 ans, Lino, 10 ans. Je ne sais pas si tu t'imagines, 10 ans, un stade. Voilà, et c'est ça. Et donc, pourquoi? Parce que nous n'avons pas l'élément humain. Nous n'investissons pas suffisamment dans l'élément humain pour encadrer. La seule institution qui formait des cadres de très haut niveau, l'Institut Moulachir, était fermée pendant 4 ans. Tu te rends compte de ça? C'est comme si le Maroc était arrivé à saturation en matière d'encadrement sportif, alors que nos besoins sont là. Statistiquement, nous avons besoin de 45 000 cadres. 45 000 cadres, Lino. Nous en avons quoi? 3-4 milliers. Mohamed. Oui, juste rebondir effectivement sur certains éléments qu'évoquait Si Daouda. L'élément politique dont on parlait tout à l'heure, avec des décisions comme celle-ci, de réformer l'infrastructure, de réformer les hommes, d'apporter des expertises, on déconnecte la décision politique des résultats, par exemple, de l'équipe nationale. C'est-à-dire qu'on a l'impression que l'humeur du sport, que la santé du sport, même sur le plan politique, est finalement corrélée à un but ou à un 0, un 2-0. C'est-à-dire qu'avec une infrastructure, tant bien sûr sur le plan de l'équipement, mais on a fait des progrès, de très bons progrès dans ce domaine, et puis effectivement on est même en surcapacité puisqu'il y a des stades qui sont fermés ou qui ne se remplissent pas. Et essentiellement sur le plan humain, et je voudrais revenir sur un point, c'est le point de l'expertise. C'est-à-dire on est sur des domaines qui sont des domaines pointus dans tous les aspects du sport, sur l'aspect technique, bien sûr sur l'entraînement, bien sûr, et sur tout l'environnement. Encore une fois, il y a des ingrédients qui sont très simples. Il y a des ingrédients qui sont très simples pour faire d'un événement ou d'un championnat, que ce soit l'athlétisme. On peut prendre le cas par exemple de ce qu'appellent les Français les BHV, basket, hand, volley, puisque après le foot et le rugby, même ces sports avaient beaucoup de mal en France. Mais il y a un travail formidable qui a été fait par des gens comme Canal+, qui a été fait par des experts qui ont travaillé sur les événements, qui ont optimisé les droits, qui ont aidé les fédérations à générer des revenus, qui ont broadcasté les événements et qui les ont brandés d'une façon qui était optimale pour mais ça c'est l'emballage du produit. Ça n'est pas l'emballage. Je veux dire, je pense que il faut quand même des emballeurs, il faut des basketteurs, il faut des... Absolument, mais justement, l'aspect technique est absolument important. Et quand je pense que ce n'est pas l'emballage, je pense que grâce à ce que vous appelez l'emballage, qui est les médias, et aujourd'hui avec les nouveaux médias, quand Google, YouTube seront des ayants droit, cet emballage va prendre encore plus d'importance. Mais ce que vous appelez l'emballage, en fait, c'est aussi le moteur. C'est aussi le moteur parce que c'est le financement, parce que c'est le cercle vertueux de la croissance. C'est vrai que des fois on achète un produit pour l'emballage, ou la belle étiquette, ou la belle boîte. Absolument, et toutes ces choses-là, bien, à mon avis, puisqu'on parle de levier de croissance pour le sport, sont des impératifs. Le point aussi très important, je vois que certains de mes collègues ont des iPads, etc., c'est la technologie. Il ne faut pas qu'on rate ce virage. On a déjà du retard sur les médias linéaires, mais c'est la technologie. Et tout ça, ça revient chez l'athlète, ça revient chez le formateur, et ça revient chez le citoyen, et ça revient chez le téléspectateur.